Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau flip concernant le thème 3 d'histoire. Il y a 5 thèmes au total, donc il nous en restera à la suite de celui-ci deux autres. Ce thème a pour titre, donc, comme vous pouvez le voir, le siècle des totalitarismes. Ici, en photo, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit d'Hitler, Mussolini et Staline, puisque ce sont finalement ces trois régimes que nous allons aborder durant cette thématique. Premier point donc de cette leçon, comment sont nés les régimes totalitaires. On va parler donc de la genèse des régimes totalitaires avec comme premier point Mussolini, qui est finalement à lui seul l'incarnation du fascisme italien. Alors c'est en 1919 que Benito Mussolini fonde les Faisceaux de combat. C'est un mouvement nationaliste qui rassemble les mécontents, qui sont souvent d'anciens combattants. Dans un régime totalitaire, généralement, les mécontents ont tendance à joindre un chef, un leader comme Mussolini. Alors, exploitant la peur, les faisceaux s'attaquent aux rouges. Les rouges, durant ces années-là, ce sont bien évidemment les communistes. En 1921, ce mouvement est transformé en parti politique. C'est le Parti national fasciste qui compte 32 députés. Comme beaucoup de partis politiques des années 30, le Parti national fasciste dispose d'une milice, c'est-à-dire une armée qui lui est propre. Avec cette milice, donc, le 28 octobre 1922, les chemises noires, c'est le nom que porte justement cette milice au service de Mussolini. Donc, comme l'indique cette image, le 28 octobre 1922, les chemises noires, fascistes donc, démontrent leur force et marchent sur Rome. C'est tout simplement la marche sur Rome. Victor Emmanuel III, qui est alors roi d'Italie, fait appel à Mussolini pour former son gouvernement. Jusqu'en 1925-1926, c'est-à-dire pendant 3 à 4 ans, Mussolini respecte en apparence la démocratie. Ce n'est que par les lois fascistissimes qu'il supprime les libertés et interdit toute forme d'opposition. Désormais, l'Italie devient un régime de type dictatorial. Deuxième point de cette première partie, grand B, donc une prise de pouvoir légale, et là j'insiste sur cette prise de pouvoir légale, puisqu'Hitler a utilisé les moyens démocratiques pour accéder au pouvoir. Donc une prise de pouvoir légale, Hitler devient chancelier le 30 janvier 1933. Alors en 1920, Hitler, ancien caporal de la Première Guerre mondiale, rejoint donc un petit groupe politique, le NSDAP, autrement connu sous le nom de parti nazi. Nazi, hein, les 4 premières lettres de national. Comme le parti fasciste, le parti nazi dispose lui aussi d'une force paramilitaire, une milice. Hein. La plus grande majorité des hommes, d'ailleurs, durant les années 1920-1930, sont d'anciens combattants. Les vétérans de la guerre n'ont pas plus de 30 à 40 ans. D'accord ? Et ce sont eux, généralement, qui vont rejoindre ces mouvements fascistes. Alors, pour Hitler, ce sont les SA, les chemises brunes. Si pour Mussolini, ce sont les chemises noires. Pour Hitler, lui, ce sont les chemises brunes. En 1923, il est arrêté à la suite d'une prise de pouvoir par la force à Munich. Il s'est inspiré d'ailleurs de Mussolini pour lui-même faire un putsch, c'est-à-dire accéder de manière illégale par un coup d'État au pouvoir. C'est donc le putsch de Munich. Il est emprisonné à la suite de cet acte et comme vous le savez, vous l'avez appris, il y rédige Mein Kampf, mon combat. Face au chômage, qui devient quasi incurable, durant les années 30, la situation économique et sociale est dramatique en Allemagne. Plus de la moitié de la population se retrouve au chômage. Désespérés donc, les Allemands suivent Hitler, qui leur promet des réponses à leurs préoccupations. Aux élections de 1932, le NSDAP est le premier parti du Reichstag, c'est-à-dire l'Assemblée nationale allemande. Par la contrainte des institutions, le président allemand, Hindenburg, nomme Hitler chancelier le 30 janvier 1933. La même année, le parti nazi devient parti unique. L'année suivante, tout va très vite, hein, l'année suivante, donc à la mort du président, et prétextant l'urgence de la situation, Hitler décide de cumuler les fonctions de président et de chancelier. Enfin, dans un troisième et dernier point, pour présenter là encore la genèse de ces régimes totalitaires, grand C,
Staline s'empare de l'idéal communiste. On va faire plus court. Staline, qui n'est pas pour Lénine l'homme de la situation, succède au dirigeant de l'URSS en tant que dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est Lénine qui a fomenté justement cette révolution pour prendre le pouvoir sur les tsars et imposer justement cet idéal communiste. Et Staline va, lui, poursuivre l'œuvre de Lénine d'une manière un petit peu plus particulière. Donc ces hommes, c'est-à-dire les hommes de Staline, sont progressivement dans tout le parti. Et à la fin des années 1920, Staline est désormais le seul maître du parti et donc de l'État.